T'as combien toi d'abonnés? Moi j'ai 348 000 abonnés sur Instagram et 1,1 million sur TikTok. On a créé une start-up aujourd'hui qui s'appelle Sioux, qui est une assurance santé où en clair, quand t'es pas malade, on te rembourse une partie de tes cotisations d'assurance. Ça fait un certain carton, on est passé sur BFM Business, on est passé sur RMC, dans différents magazines et tout. Aujourd'hui, on a quasiment plus de 1000 demandes chaque mois qui viennent sur notre site. Sur les réseaux sociaux, en général, l'erreur que je vois qui est la plus courante, c'est de beaucoup trop parler de son produit ou de son service. Parce qu'une entreprise, en fait, elle a vocation à exister seulement si elle répond à un besoin. Et donc, si elle répond pas à un besoin, en fait, elle n'a pas de vocation à exister. Peu importe la manière dont tu veux le faire, il faut aujourd'hui te faire connaître. Voilà. Que ce soit par les médias, par la presse, effectivement par les clubs d'affaires ou peu importe, il faut que tu sortes de chez toi. Kamel Quarter, bienvenue. Je suis très heureux en tout cas de vous recevoir sur ce podcast. Vous Merci savez à toi. que la thématique va être riche. On va parler aujourd'hui de comment devenir l'influenceur de sa propre marque. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Qui veut commencer? Vas-y, je te laisse aller, Kamel. Allez, c'est parti. Donc, Kamel Reski. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant 2007. Je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur. J'ai plusieurs activités. Mon métier principal, je fais du conseil en stratégie de communication avec une agence de com qui s'appelle Bird & Newman, qui est basée à Lagny-sur-Marne, à côté de Disney. On a un concept un peu particulier où justement on a pas mal de freelance, où on partage totalement tous les bénéfices que l'on génère dans l'entreprise avec toutes les équipes. Et j'ai monté d'autres activités avec une salle de spectacle où j'ai un théâtre, un restaurant, etc. Et puis une dernière activité que je lance depuis un petit moment qui est Other, un concept qui est autour du développement de réseaux pour les entrepreneurs qui démarrent. Excellent. Voilà. Super. Eh bien, moi, je m'appelle Nel Alsani, alias Carter.elh sur les réseaux, du coup, parce que je suis créateur de contenu et entrepreneur. Donc, moi, ça fait plus de 4 ans que je suis sur les réseaux maintenant. Donc, je suis créateur de contenu au format vertical principalement, pas au format horizontal. Donc, c'est tout ce qui va être TikTok, Instagram, YouTube Shorts et Facebook. Voilà, et donc j'ai aussi une autre activité. En fait, moi j'ai 2 casquettes. Donc je suis créateur de contenu et à côté je suis aussi entrepreneur, coach plus précisément. Donc en fait, j'aide les entrepreneurs et toutes les personnes qui veulent se lancer, qui ont envie de créer une communauté sur les réseaux pour pouvoir ensuite derrière la monétiser, à se lancer et à atteindre leurs 10 000 premiers abonnés sur les réseaux. Excellent. Tu parlais d'abonnés sans trahir le secret. T'as combien toi d'abonnés? Moi j'ai 348 000 abonnés sur Instagram et 1,1 million sur TikTok. 1 million. Il nous met la pression là. 1 million d'abonnés. Et toi Jérôme, tu fais quoi dans la vie? Dis-moi Écoute, tout. moi, un peu serial entrepreneur, je reprends le terme, j'aime bien ce terme, effectivement. J'ai fait, ça fait ma 3e société que j'ai montée. On a créé une start-up aujourd'hui qui s'appelle Sioux, qui est une assurance santé où en clair, quand t'es pas malade, on te rembourse une partie de tes cotisations d'assurance. Ça fait un certain carton, on est passé sur BFM Business, on est passé sur RMC, dans différents magazines et tout. Aujourd'hui, on a quasiment plus de 1000 demandes chaque mois qui viennent sur notre site. Et donc voilà, on essaye de communiquer autour de ce sujet-là, et puis d'apporter une vraie révolution, parce qu'on s'est rendu compte, si tu veux, que le sujet aujourd'hui de la santé, ça devenait un peu compliqué. On arrive sur des systèmes un peu à l'anglo-saxonne, où sauf si tu as des moyens importants, mais sinon tu vas avoir de plus en plus de mal à te soigner. Donc voilà, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Voilà. Super. En tout cas, merci tous les deux d'être présents. Je le disais tout à l'heure, on a une thématique aujourd'hui, c'est comment devenir l'influenceur de sa propre marque. On est tous les 3 chefs d'entreprise. Donc on sait effectivement, pour faire ce métier depuis pas mal de temps, quels sont quelque part les warnings, tu vois, les alertes, les dangers. Je dis pas qu'on connaît des solutions, mais en tout cas, on a aussi trouvé certaines, on va dire peut-être, solutions, en tout cas pour pouvoir y parvenir. Pour pouvoir justement avoir ces fameux 1 million d'abonnés ou pour avoir justement du succès à avoir monté un théâtre ou pour avoir effectivement une start-up un peu comme la nôtre. Et aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de parler justement à ces entrepreneurs qui essayent difficilement d'avoir une image de marque, de faire de leur produit un produit qui soit connu, alors un produit ou un service, hein, ça peut être les deux. Mais c'est vrai que quand on est plombier, quand on est thérapeute, quand on est patron d'une PME, quand on est profession libérale et qu'on essaye de sortir de la forêt, c'est difficile, quoi, parce que on n'a pas forcément tous fait une école de commerce, on n'a pas forcément suivi une formation, et donc c'est là où j'aimerais avoir votre avis sur comment justement on arrive à percer sur les réseaux sociaux, comment on arrive à avoir une image de marque, à bien positionner sa marque aujourd'hui sur le marché. Plein de questions, tout ça bien évidemment dans la bonne humeur. J'ai hâte, j'ai très hâte. Allez, ce que je vous propose, c'est première question. On y va. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous voyez chez les entrepreneurs qui essayent de communiquer sur leur marque? Qui veut se lancer? Tu veux que j'y aille? Vas-y. Alors moi, donc sur les réseaux sociaux, en général, l'erreur que je vois qui est la plus courante, c'est de beaucoup trop parler de son produit ou de son service. Le problème quand on fait ça, surtout quand on est un entrepreneur qui se lance, donc qui a un produit ou un service qui est pas encore très connu, donc qui essaie de se développer, c'est que les gens ne le connaissent pas, par définition. Donc ils connaissent pas l'entrepreneur et ils connaissent pas le produit. À partir de ce moment-là, si vous parlez que de votre produit, que de votre service,
bah en fait, comme les gens ne connaissent pas, ils vont swapper, ils vont zapper et ils vont pas s'y intéresser. Moi, ce que je conseillerais à un entrepreneur qui se lance sur les réseaux, s'il a envie de promouvoir sa marque, c'est déjà d'essayer de créer du contenu beaucoup plus personnel, beaucoup plus pertinent et surtout du contenu qui va être autour de sa thématique. Typiquement, si on produit du contenu sur la santé, on va essayer de faire plein de contenus sur des petites astuces, des petits tips, des petites choses intéressantes et qui apportent une réelle valeur ajoutée finalement aux viewers. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent sur les réseaux, c'est soit apprendre des choses, soit se divertir, rigoler, etc. En tout cas, il faut qu'il y ait une émotion, il faut qu'il y ait un intérêt pour que la personne reste sur la vidéo. Donc, si on parle que de ton produit ou de ton service, en plus, ça fait vraiment publicité. Donc, les gens, ils aiment pas trop ça en général. Mais tu vois, moi, là où je rebondis par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est encore faut-il connaître son viewer. C'est-à-dire faut-il connaître la cible à laquelle tu t'adresses. Et c'est peut-être là où, effectivement, toi, Kamel, tu as peut-être justement ce travail que tu fais au quotidien, à aller définir ce qu'on appelle l'avatar, le persona. Comment, justement, tu essayes de définir ce persona, parce que ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Il faut que j'amène du contenu de qualité qui corresponde effectivement à la cible que je veux vouloir toucher demain. Mais encore faut-il que je connaisse ma cible. Exactement. En fait, je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire à l'instant. C'est que la plus grosse erreur pour moi, c'est qu'à chaque fois, on parle de son produit. Dès que tu demandes à un entrepreneur qu'est-ce que tu proposes, en fait, ou qu'est-ce que tu fais comme activité, il te parle tout de suite de son produit. Alors qu'en réalité, en fait, il faut qu'il parle plutôt de sa cible, peut-être c'est-à-dire à qui il s'adresse, et surtout, en fait, pour moi, à quel besoin il répond. Parce qu'une entreprise, en fait, elle a vocation à exister seulement si elle répond à un besoin. Et donc, si elle répond pas à un besoin, en fait, elle n'a pas de vocation à exister. Donc, du coup, c'est quel est le besoin et quel est le problème que je résous d'abord et avant tout. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Avant de définir le persona, tu vas déjà tenter de définir le besoin. Le besoin, c'est-à-dire pourquoi tu as créé ta boîte, en fait. Si tu crées ta boîte, c'est que tu as repéré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que tu veux améliorer ton environnement et ce qu'il y a autour de toi. Une fois que tu as commencé à améliorer ce qui est autour de toi et que tu cherches des solutions pour le proposer, tu vas commencer à créer un produit. Une fois que tu as commencé à créer ce produit-là, tu vas te rendre compte que du coup, il peut s'adresser à telle typologie de personnes. Et donc, tu vas commencer à déterminer une première cible pour attaquer le marché. Mais au final, en général, si ton produit il est intelligent, il est malin, en fait, il va s'adresser à tout le monde in fine. Et donc, tu vas élargir les cibles. Et donc, tu vas commencer avec un premier persona qui va agrandir au fur et à mesure des nouveaux produits, des nouveaux services que tu vas proposer. Mais la première question qu'il faut se poser, en fait, c'est quel est le besoin que je réponds, en fait? À quel besoin je réponds, en réalité? Et ça, souvent, on n'en parle pas. J'ai une idée, je veux devenir plombier. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs ce que moi je dis, en fait, ils créent leur job, en fait. Ils montent leur boîte. Et en fait, ils créent leur job. Il n'y a pas de vision stratégique sur ce qu'ils veulent faire à long terme. Il n'y a pas quelque chose qu'ils veulent régler comme problème. Ils disent, je veux devenir plombier. Eh ben, je vais devenir plombier. Je sais réparer autour de moi et je vais le faire, en fait. Comment tu définis le besoin? Moi, j'ai une vraie question là-dessus. Si tu passes pas un certain temps à aller justement à la rencontre de ton marché, tu vois? Si tu vas pas dans le métro, si derrière tu passes pas du temps à aller poser des questions, faire ton étude de marché, comment on faisait auparavant? Auparavant, tu allais dans la rue, tu faisais ton fameux micro-trottoir. Tu allais poser des questions. Tiens, demain, j'ai une idée. Voilà mon idée. Je pense à ça, tu vois. Comment vous verriez ce produit? Aujourd'hui, t'en vois plus. Je veux dire, aujourd'hui, les gens sortent parfois d'une école de commerce ou d'une grande école et puis te disent ouais, ok, j'ai une idée, le vent va là, alors je vais aller là, tu vois, dans ces conditions-là. Sauf qu'ils n'ont pas passé peut-être 5, 10, 15 jours dans le métro à aller poser des questions. Et je pense que aujourd'hui, ça manque et c'est pour ça que tu as beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se cassent la gueule parce que ils vont dans une direction qui n'est pas la bonne, parce qu'ils ont une idée à peu près du besoin, mais sans pour autant savoir réellement quel est ce besoin-là, tu vois. Ouais, je te rejoins, mais après un petit disclaimer quand même, je pense, à pas non plus faire des études de marché qui vont être trop poussées, trop longues, parce que parfois ça sert complètement à rien et on part dans une mauvaise direction. On va taffer peut-être 1-2 mois sur quelque chose qui au final, on aurait mieux fait de le lancer, peut-être travailler peut-être 1-2 semaines dessus, le lancer pour voir si ça marche et après pouvoir approfondir. Donc ça, faut faire un petit peu attention, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut vraiment aller tester le marché, aller regarder, aller sur le terrain pour voir ce qui marche, parce qu'il y a plein de gens qui sortent d'école de commerce, qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui se disent ouais, moi je pense que ça a marché, au final ils se cassent la gueule parce que ça marche pas, quoi. Mais complètement. Et en même temps, ils sont déconnectés du marché et pour moi c'est aussi une force, parce qu'il y a deux choses pour moi quand tu veux devenir un bon entrepreneur, c'est qu'à un moment donné il faut connaître ton business, faut avoir de l'expérience. Faut savoir en fait comment fonctionne ton activité pour repérer en fait quel est le besoin sur lequel tu peux travailler et répondre. Ça c'est une chose. Mais souvent aussi le problème de tout ça, c'est que parfois un petit peu tu as des œillères, tu as une façon de travailler, on t'a montré comment ça fonctionne depuis des années et du coup, tu es un peu enfermé dans ton activité. Et quand tu as des jeunes qui sortent de l'école de commerce et qui connaissent un petit peu ces différentes activités, ça leur permet aussi d'avoir un œil nouveau qui est complètement disruptif sur l'activité. On leur dit je vais faire une activité de plombier, OK. Il y a des besoins, il y a des demandes. OK, comment je vais le proposer? Tout le monde le fait comme ça. Peut-être que l'œil nouveau qui sort de l'école de commerce aura une façon de le voir qui lui permettra d'être complètement
pas hors sujet parce que c'est toujours dans le domaine, mais disruptif et original. Et donc c'est toujours intéressant. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais entrepreneur entre l'âge que tu sors de l'école ou que tu sors pas de l'école. C'est pas vraiment vrai pour moi. Ouais. C'est plutôt l'alchimie entre les deux. C'est-à-dire que tu pars du principe que t'as pas besoin d'avoir été salarié dans une boîte, de bien connaître ton métier pour après monter ta boîte dans cet univers-là. Complètement. Ouais. Alors, Il n'y a pas de règle établie en entrepreneuriat, de toute façon, tout est possible. Hein, donc, ouais. c'est sûr. Après, t'as peut-être besoin quand même d'une expérience, d'avoir fait tes armes, tu vois, d'avoir connu quand même, si tu veux monter une boîte dans la plomberie, par exemple, pour reprendre ton exemple, et que t'as pas passé peut-être 6 mois, 1 an dans une boîte. Je trouve que c'est quand même assez délicat. Non, ou alors, il faut bien s'entourer. Tu vois, tu peux peut-être t'entourer d'un plombier qui fait ça depuis 20 ans et qui va devenir ton associé. Ouais, c'est ça. Donc tout est possible. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que le bon entrepreneur, c'est pas celui qui sait tout faire. C'est celui qui sait bien s'entourer. Tout le monde le dit toujours. Donc du coup, je veux monter une boîte de plomberie. Je suis pas du tout plombier, mais si j'ai des connaissances en marketing, en stratégie, en communication, en commercial, peut-être que je peux recruter 2-3 bons plombiers et aller développer une marque ou une boîte avec un concept, une vision du métier qui soit totalement disruptif et original, et m'entourer de personnes qui ont les compétences, qui vont rendre le service comme les clients le demandent, mais avec un positionnement totalement original et différent. Et ça marche aussi en fait. Mais alors selon vous, c'est quoi aujourd'hui les principales difficultés quand on voit le nombre de boîtes qui périclitent, qui viennent à se casser la figure les 3 premières années? Le problème, il vient d'où aujourd'hui? Si on reste sur l'univers qui est la promotion de la marque, le positionnement, la communication, c'est quoi? C'est un problème de formation? C'est un problème justement de s'entourer des bonnes personnes? Le problème, il vient d'où selon vous? Pour moi, le problème, il vient d'un manque de stratégie, un manque de vision. Les gens, en fait, ils pensent savoir faire. Ils pensent que c'est facile, surtout. La plupart des gens qui se lancent sur les réseaux, moi je parle des réseaux parce que c'est mon expertise, mais plein de gens se lancent sur les réseaux en se disant c'est hyper facile, tu crées 2-3 vidéos comme ça, machin, tu prends ton téléphone et ça va marcher. Non, s'il y a des gens qui accompagnent les autres, s'il y a des gens qui font des formations sur le sujet, c'est bien que voilà, c'est compliqué. C'est pas donné, enfin si c'est donné à tout le monde, mais en tout cas il faut se former, il faut se faire accompagner, à moins que voilà on soit un expert directement, c'est très très rare en général, ou alors qu'on se force à créer du contenu, mais dans ce cas-là ça va être beaucoup plus long. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 4 ans que je crée du contenu, mes premières vidéos elles étaient pourries, elles étaient nulles. Bon, elles ont marché parce que je sais pas si c'est un mix de chance ou de timing, etc. Mais elles étaient nulles quoi, comparé à ce que je fais maintenant, ça n'a rien à voir. Donc pour moi c'est penser que c'est facile, à ne pas avoir de stratégie, ne pas avoir d'idée aussi de où tu veux aller, ne pas avoir de vision. Pour moi, c'est les 3 erreurs les plus communes en général. Ouais. Je partage parfaitement. J'ai rajouterai un autre truc encore, c'est que c'est pas forcément uniquement sur la partie réseau, mais c'est aussi par rapport au développement de la boîte de manière générale. Les réseaux, pour moi, c'est un canal comme un autre en réalité. Les réseaux sociaux, c'est un canal de communication comme un autre. Il y en a plein qui existent et certains font un focus sur un des canaux et du coup s'oublient peut-être sur des choses qui sont beaucoup plus faciles et à leur portée pour commencer, avant de se lancer peut-être dans des choses qui sont un peu plus difficiles pour s'entourer ou trouver les moyens de le faire correctement, j'ai envie de dire. Donc pour moi, la première chose qui manque en réalité, c'est de connaître des gens. Du coup, je me suis rendu compte que quand tu vois un entrepreneur qui réussit, tu dis, bah écoute, peut-être cette personne a réussi son activité. Beaucoup de gens vont te dire, c'est normal, en fait, il connaît plein de monde. Lui, il a un gros réseau. Et donc, du coup, je pense que le vrai secret au démarrage, c'est de se dire, comment je me construis un réseau, en fait. Et donc, c'est un réseau sur les réseaux sociaux. C'est déjà une forme de réseau. Mais il y a aussi le réseau des gens qu'on a autour de nous, les gens qu'on connaît, les gens qu'on rencontre, les gens. Ouais. Et donc tout ça, en fait, ça compte en fait. Et il y a des chiffres qui nous le disent en ce moment. Hein. Tu vois, par exemple, les entrepreneurs attendent entre leur 2e et leur 3e année d'existence avant d'intégrer des réseaux d'affaires, des réseaux des clubs business ou des clubs autour de chez eux ou rencontrer des gens autour de chez eux. Ils attendent la 3e année. Et dans le même temps, on te dit que 3 entreprises sur 5 déposent le bilan dans les 3 premières années. Et moi, je mets le rapport entre eux, justement. Pourquoi ils déposent le bilan? Parce qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Et quand tu as un minimum de réseau, bah, tu as un minimum de chiffre d'affaires, parce que tu as un minimum de recommandations. Donc en fait, je pense que le vrai sujet, c'est de se dire comment est-ce que je me constitue un réseau proche de moi d'abord, et ensuite je vais utiliser d'autres canaux pour en fait aller élargir. Mais élargir sur quelque chose qui n'existe pas, pour moi, c'est beaucoup plus difficile que de commencer à se dire j'ai un réseau, j'ai une visibilité, je commence à être connu de 1000, 2000, 3000 personnes autour de chez moi, et là je vais commencer à utiliser les réseaux sociaux pour me dire pouf, j'ai envie de faire exploser le sujet. Je pense que c'est plus facile dans ce sens-là que de partir from scratch de zéro. Mais tu vois, c'est un problème, je pense que c'est un problème de formation, parce qu'aujourd'hui, tu as pas mal de personnes qui vont avoir 40, 50 ans, qui vont vouloir se reconvertir professionnellement parce qu'elles ont été responsables RH pendant des années. T'arrives sur cette période où t'en as un peu marre, voilà, t'as envie de te lancer sur des nouveaux projets, sauf que du jour au lendemain, alors c'est bien, aujourd'hui t'as le Pôle emploi. Tu te dis, j'ai une sécurité financière. Pendant 1 an, pendant 2 ans,
même si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai de l'argent. Mais sauf que c'est pas éternel, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et c'est là où, si tu veux, la réalité, elle est criante. C'est que j'ai pas développé mon business, j'ai pas forcément constitué mon réseau, j'ai pas positionné ma marque sur mes réseaux sociaux. Et là, pour le coup, je suis en fin de droit au Pôle emploi. Et là, pour le coup, je me rends compte d'une réalité. Deux cas de figure. Soit effectivement, je prends un coup de pied au cul et puis auquel cas, je me forme. Et c'est là où je vais commencer à payer des réseaux, des formations pour pouvoir récupérer le retard que j'ai pris. C'est plus risqué. Et c'est plus risqué. Soit, je ferme ma boîte et puis je me dis, j'ai tenté, j'ai vécu une belle expérience, mais ça n'a été qu'une belle expérience, quoi. Pour moi, je pense que le souci aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que t'as beaucoup de personnes qui ont, 40, 50 ans, qui sont en reconversion et qui, auparavant, étaient dans des multinationales, dans des PME où il y avait un service RH, t'avais le service compta, t'avais le juridique. Tout était là. Sauf qu'entrepreneur, tu dois tout gérer, quoi. C'est-à-dire que tu dois être le comptable, tu dois être le RH, tu dois être le mec qui gère les problèmes, le commercial aussi, ça s'apprend pas, quoi. Si, ça s'apprend. Mais encore, faut-il l'avoir, tu vois, il faut l'avoir en tête, quoi. Et si tu ne prends pas le temps de te former, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, oui, effectivement, c'est pas juste je m'achète un téléphone avec un petit halo, tu sais. Ce serait incroyable. Avec un petit halo, et puis je me fais des selfies ou des petites vidéos et puis je poste ça et puis j'attends. Non, c'est quoi la campagne ads que j'ai derrière? Est-ce que je mets du budget? Qu'est-ce que je mets comme budget, quoi? Ouais. Donc, comment toi, justement, tu parlais tout à l'heure, Quater, du fait que ça avait débuté timidement, mais après, justement, tu avais aujourd'hui quasiment plus de 1 million d'abonnés. C'est quoi le chemin, justement, par lequel t'es passé pour partir de zéro, from scratch, jusqu'à aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés? Si on devait mettre quelques étapes derrière, quelques pistes, ce serait quoi, quelques tips que tu pourrais nous donner? Moi, j'ai pas vu de grandes étapes. Évidemment, il y a des paliers en termes d'abonnés, mais le plus important, c'est la régularité. C'est le fait de ne jamais arrêter, avoir une stratégie. Alors, la stratégie, elle peut dépendre. Hein. Est-ce que je vais poster 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine? Moi, je recommande en général poster minimum 4 fois par semaine. Donc 1 fois tous les 2 jours, au format vertical encore une fois, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup moins de travail que le format horizontal. YouTube, ça prend beaucoup plus de temps, donc en général, on recommande plutôt 1 fois par semaine sur YouTube, ce qui est un bon rythme. Déjà. Voilà. Mais non, moi j'ai pas vu de grandes étapes. J'ai eu de la chance parce que moi ça a très vite fonctionné pour moi. Enfin, je sais pas si c'est de la chance, encore une fois, je saurais pas vraiment l'expliquer. Mais moi, ça a très vite fonctionné. Après, j'ai eu des petites périodes compliquées où moi, j'ai arrêté de créer du contenu pendant quasiment 1 an. Parce que je pensais ne pas avoir le temps, alors qu'en réalité, je l'avais. J'avais pas les bonnes priorités, j'étais pas bien organisé. Et puis aussi, j'avais la pression des études, tout ça, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Mais non, j'ai pas vu de grandes étapes. Moi, je dirais, encore une fois, qualité, régularité. C'est vraiment les maîtres mots de la création de contenu aujourd'hui. Pareil, il y a plein de gens qui font du contenu hyper qualitatif. C'est-à-dire qu'ils font des vidéos vraiment magnifiques, dans des beaux studios, etc., bien montés, etc. Mais ils postent 1 fois par mois. Bah non, mais là, c'est pas possible. À moins que ta vidéo, ce soit la vidéo du siècle, elle fera jamais de vues, quoi. Enfin, si, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc oui, régularité et qualité, c'est le plus important. Toi, Kamel, tu disais, on peut être également l'influenceur de sa marque de façon différente. Il y a les réseaux sociaux, mais je peux être également l'influenceur de ma marque quand je vais dans des réseaux d'affaires. Mais bien sûr. Quand je vais à la rencontre de l'autre, je suis l'influenceur, je suis l'ambassadeur de ma propre marque. Et je vais te dire, c'est souvent en fait quand tu es un représentant de ta marque en fait, qui mieux que toi peut parler de ton projet, de ta vision en fait en réalité. C'est le plus difficile, c'est de déléguer cette partie-là. Déléguer la partie commerciale, la partie marketing, la partie tous des sujets on va dire connexes de ton activité, c'est facile à déléguer parce que du coup tu as une tâche très précise à faire. Mais parler de ta vision, avec l'énergie que tu y mets, l'engouement que tu y mets, tout ce que tu véhicules en tant que personne, ça y a que toi qui peux le faire. Donc typiquement, moi j'ai fait mes plus belles rencontres quand je suis allé faire des formations dans des écoles, totalement gratuitement. On m'a invité pour me dire est-ce que tu peux venir parler de tel ou tel sujet. Je suis venu discuter et puis dans l'assemblée, il y avait des jeunes qui disaient tiens, moi je connais telle personne qui connaît telle personne. Si tu veux, je te présente et ça m'a donné une ouverture de contact pas possible. Du coup, je me suis dit allez, tous les mois, je fais une intervention dans une école. Et je donne des formations à la chambre de commerce pour les créateurs d'entreprise. Et du coup, à chaque fois, ces créateurs-là deviennent ou eux-mêmes des clients ou eux-mêmes, en fait, m'envoient des personnes qui deviennent à leur tour des clients. Donc, en fait, toutes ces choses-là qu'on peut faire tous les jours au quotidien, c'est pas juste aller dans les réseaux d'affaires et serrer des mains et récupérer des cartes de visite. Ça suffira pas. Mais par contre, aller être visible, parler de son produit, parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on est et surtout parler de sa vision de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça change tout. Et les gens se rappellent de vous. Alors, en bien ou en mal, peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils parlent de nous ensuite, et derrière, quand ils nous rencontreront et qu'ils discuteront avec nous, ils sauront qu'on est une bonne personne. Et c'est ça qui compte en réalité au début. Donc, Devenir l'influenceur, quelque part, c'est
être le commercial de son service, de sa boîte, quoi. Hein, je suis l'influenceur par les réseaux sociaux, je suis l'influenceur quand je vais en soirée, quand je vais faire du networking. Mais Et les influenceurs aussi font du networking, faut savoir. Ouais, clairement, il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Mais c'est vrai que le meilleur influenceur, c'est c'est le commercial. C'est le commercial de ta boîte. Tu dois être le commercial, non? Pas le commercial, je dirais, parce que le commercial, t'es là pour vendre quelque chose. Donc, c'est-à-dire faut transformer ensuite derrière le potentiel contact en client demain. Moi, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais aujourd'hui, c'est que j'essaye pas de vendre. Et je dis toujours à mes équipes, en fait, j'ai rien à vendre. En fait, je rencontre des gens, j'écoute leurs problématiques et leurs besoins, en fait, et si moi je peux y répondre, bah, j'y réponds. Et si moi je peux pas y répondre, en fait, je connais forcément quelqu'un qui peut les aider à y répondre. Dans les deux cas, j'ai gagné, en fait. Ou bien j'ai un nouveau client, ou bien j'ai rendu service à quelqu'un. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, je n'ai rien à vendre au quotidien. Par contre, volontiers, je vais te parler de ce que je fais, de ma vision, de où est-ce que je veux emmener mon entreprise, parce que ça, en fait, c'est ça que tu vas retenir en réalité. Parce que ça fait appel justement à cette notion d'émotion. Mais c'est le gros problème des events de networking, c'est que t'as plein de gens, ils arrivent et ils parlent que pour vendre leurs produits et tu te dis, mais ouais, enfin... Non, quoi, j'ai pas envie de te parler, c'était là que pour me vendre ton service ou ton produit. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, c'est une question, moi, que je dis toujours, c'est que quand tu vas dans du networking et que tu parles avec des gens et que tu leur poses la question, en fait, qui est-ce qui a un produit à vendre aujourd'hui? T'as tout le monde qui lève la main. Tout le monde va lever la main. Et quand tu leur poses la même question, qui est-ce qui est venu pour acheter quelque chose? Et là, t'as personne qui lève la main, en fait. Parce que le networking, c'est pas l'endroit qui est fait pour aller vendre quelque chose. C'est l'endroit qui est fait pour aller rencontrer des nouvelles personnes, créer des partenariats, ouvrir des brèches et des opportunités, mais on n'est pas là pour se vendre des trucs. Et donc, ça marche pas, en fait. Et donc, beaucoup de gens se lassent à un moment du networking en se disant, bah, ça sert à rien, en fait. Moi, je suis allé, je récupère 40 cartes de visite et il se passe rien. C'est qu'ils ont pas compris comment ça fonctionnait. Et là, t'as raison. Peut-être qu'il y a une session de formation ou d'explication pour utiliser le networking. Mais le networking, c'est déjà, en fait, quelque chose qui va te permettre de devenir l'influenceur de ta boîte à travers des réseaux physiques, j'ai envie de dire, mais qui sont pas mieux ou moins bien que les réseaux digitaux, hein. Au contraire, pour moi, c'est totalement complémentaire. La vraie chose que je dis, moi, toujours, c'est attention de ne faire que l'un ou l'autre, en fait. Il y a pas de vérité. Chacun doit trouver son petit créneau. C'est ça le dénominateur commun en fait dans tout ça, c'est que peu importe la manière dont tu veux le faire, il faut aujourd'hui te faire connaître. Voilà. Que ce soit par les médias, que il faut ce soit bien par le la faire presse, surtout. Et bien le faire. Bien le faire. Que ce soit par les médias, par la presse, effectivement par les clubs d'affaires ou peu importe, il faut que tu sortes de chez toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a de la magie derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un téléphone qui va sonner à longueur de temps et où il y a quelqu'un qui au bout va dire bah moi j'ai besoin de tes services. Ça n'arrive nulle part, quoi. Ça n'arrive nulle part. La réalité, c'est que ça n'arrive nulle part. Sauf que, on était dans des boîtes où, on voyait que la boîte faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on imaginait, en fait, que le monde, c'était comme ça. Mais non, sauf qu'en fait, t'as pas vu que cette boîte-là, c'est une boîte familiale, déjà où le boss que tu as vu, c'était déjà la boîte du grand-père qui lui-même a construit dans les années 60, et que oui, aujourd'hui, s'il y avait du récurrent, s'il y avait de l'encours, s'il y avait des contrats, c'était qu'à un moment donné, ils ont été à la pêche, quoi. Ils sont sortis de chez eux, ils ont été prospectés, et sauf que aujourd'hui, on pense que c'est de la magie, quoi. C'est-à-dire que je vais faire un site internet, je vais mettre un portail pour prendre des rendez-vous, et là, tu vois, un peu, limite, si j'avais un compteur, j'attends que ça passe à 1, tu vois, le premier rendez-vous. Non, mais ça existe que dans des films, quoi. Où tu vois que la première vente, tu vois, qui est faite sur Internet. Il y avait un film comme ça, je crois, où des mecs, ils avaient monté un site porno. Oula, on dévie du sujet, là. Calme-toi, au tout début d'Internet, ils avaient créé, parce que il y avait que de la presse papier en porno, et ils avaient créé le premier site pornographique. Et effectivement, ils avaient la possibilité, donc, de mettre un lien pour acheter du contenu, tout ça. Et effectivement, à chaque fois qu'il y avait un achat, il y avait une sonnette. Ding! Okay. Il y avait une sonnette. Ding! Et donc, je crois que ces gars-là, pendant plusieurs heures, il se passe rien. Et ils vont se coucher. Et je crois, à 2h ou 3h du matin, ils sont en train de dormir. Et ils entendent ding! Et tu vois, et là, il y a eu une vente qui a été faite, tu vois. Et après, le truc, c'est que là où c'est marrant, c'est que le robot, il arrête pas de sonner. Il fait ding! 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 C'est que, en fait, après, c'était parti, tu vois. Wow. Mais sauf que ça n'existe que dans les films. Oui. Moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dans l'assurance. J'ai rarement des personnes qui m'appellent. Enfin, sauf effectivement maintenant aujourd'hui avec Sioux, on a clairement monté un projet derrière avec de la visibilité, avec effectivement un positionnement marketing et tout ça. Mais les 2 premières boîtes, j'avais jamais de clients qui m'appelaient. Mais c'est le problème des vendeurs de rêves sur les réseaux. C'est-à-dire que justement, ils vont te dire, oui, tu prends ton téléphone, tu crées 3-4 vidéos, tu crées ton site internet et c'est bon, t'es multimillionnaire. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est le gros problème aujourd'hui. Et c'est ça qui déforme, j'ai envie de dire, la vision de certains entrepreneurs, c'est que du coup, il y a des gens qui te disent, bah écoute, viens, je te vends quelques services et tu
tu vas faire ton premier million de chiffre d'affaires. Mais la question qu'il faut se poser d'abord, c'est est-ce que lui déjà il fait 1 million de chiffre d'affaires? En général, non. Ben voilà. Et donc, du coup, comment il va t'expliquer comment faire 1 million de chiffre d'affaires si lui-même il fait pas 1 million de chiffre d'affaires en fait? Donc il faut faire attention à ça. En gros, il veut faire 1 million de chiffre d'affaires grâce à toi. Que Voilà, tu vas le c'est ça, payer. Après, il va avoir tout le monde en disant qui veut faire 1 million de chiffre d'affaires. Tout le monde va le payer et va dire, ah bah c'est bon, je fais 1 million de chiffre d'affaires. Exactement. Donc Voilà. c'est dans cette forêt en fait, il y a des gens qui ont des vraies compétences, qui savent vraiment faire les choses correctement et qui vont t'accompagner réellement correctement. Et puis il y a une grosse majorité en fait qui du coup sont des personnes qui vendent du vent en fait en réalité, parce qu'ils se disent il y a un créneau, il y a des gens qui sont intéressés, il y a un besoin qui est réel, les gens ont besoin de communiquer, de savoir comment communiquer sur les réseaux sociaux, et du coup on se dit je vais répondre à ce besoin-là avec n'importe quoi. De toute façon ça va passer tellement il y a de besoins que du coup ça passera. Et le problème c'est qu'il y en a quelques-uns qui se font avoir et beaucoup. Ouais. Et beaucoup. Notamment, tu sais, quand tu penses à... T'es complètement dans le milieu, donc tu peux très bien nous en parler, mais on te propose effectivement de faire de la promotion, tu fais appel à des influenceurs, mais ils ont une grosse communauté, mais elle est pas active. Tu vois, il y a aussi peut-être un danger là-dessus. Est-ce que tu veux nous en parler, peut-être toi qui es complètement dans ce milieu? Ouais, le plus important, je dirais que c'est le taux d'engagement. Dans le sens où il y a énormément d'influenceurs, de créateurs de contenu qui ont beaucoup d'abonnés, mais très peu d'abonnés en réalité regardent leurs vidéos, like, partagent, envoient des messages, etc. Donc là, faut faire très attention parce qu'en plus, en général, c'est des personnes qui demandent des tarifs qui sont ultra chers. Parce que ils ont beaucoup d'abonnés, donc ils disent c'est bon, moi je prends hyper cher. Donc faut faire vraiment très attention par rapport à ça. Limite parfois ça peut être plus intéressant de prendre des plus petits créateurs, mais avec une communauté qui va être beaucoup plus engagée et qui va vraiment suivre ce que le créateur dit. En l'occurrence, s'il fait une promotion ou il promet un service ou un produit, l'abonné il va vraiment aller acheter ce produit ou ce service-là. C'est pas un mec qui a des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. Mais au final, il y aura 50 personnes qui vont aller acheter le produit. Donc, faut vraiment faire très attention. Moi, j'ai une question là-dessus. C'est, tu lances un produit. Donc là, on n'est pas dans le service, on est dans le produit. Tu lances un produit, un jouet. Prenons un jouet. Est-ce que tu penses que le bon réflexe, c'est justement d'aller trouver l'influenceur qui est positionné là-dessus, donc qui a une grosse communauté, je sais pas, de parents, admettons, et tu vas donc lui envoyer ton jouet pour que lui, il en fasse la promotion. Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent déjà? Moi, j'ai aucune idée là-dessus. Dans le jouet, je connais pas trop d'influenceurs dans le jouet. Ou prenons par exemple les vêtements enfants. Les vêtements, ouais. Tu vois, les vêtements enfants. Est-ce que tu crées une marque? Je pense à un copain qui crée une marque là aujourd'hui de vêtements. À l'heure où on se parle. Est-ce que le conseil que je peux lui donner, c'est prends contact effectivement avec un influenceur et vois pour qu'il fasse la promotion vis-à-vis de son entourage? Bien sûr, mais après ça rejoint un peu ce que disait Kamel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut pas faire que ça. Oui, ça peut être intéressant de faire des petites campagnes avec des influenceurs, etc. Pour essayer de mesurer l'impact. Après, avec un influenceur, il y a deux types d'impact. Il y a l'impact direct. Donc, est-ce que 24 heures après la story, le post ou j'en sais rien, en tout cas le contenu que le créateur va créer, l'impact que ça a, donc le chiffre d'affaires que ça va générer. Et il y a aussi l'impact indirect, c'est-à-dire la visibilité qu'il a offert. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent non, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite. Par contre, je l'ai noté dans ma tête. Et si jamais demain j'ai besoin d'acheter un vêtement, je connais cette marque qui a l'air pas mal et j'irai regarder le site. Ça, c'est difficile à mesurer. Ça, c'est très compliqué à mesurer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de marques qui font des campagnes avec tous les influenceurs possibles. Comme ça, ils disent voilà, moi j'ai pris tout le monde et comme ça, je suis dans l'inconscient des gens. Et si jamais les gens ils se disent par exemple je sais pas Blablacar, tu vois, je te donne n'importe quoi, si les gens ils ont besoin de faire du covoiturage, direct bam, je vais sur Blablacar direct. Ils se posent même pas la question d'aller sur un autre site. Et là, je te rejoins totalement parce que du coup, prendre un influenceur, je pense, pour faire de la vente de produits directs et transformer en fait en clients les gens qui vont regarder une vidéo à un moment donné, pour moi, c'est très très difficile. Ouais, quand tu regardes les très grosses marques aujourd'hui, elles utilisent des influenceurs, mais pourquoi en fait? Pour travailler sur une image de marque. Ouais. Je vais bosser avec tel influenceur parce qu'il a une communauté qui ressemble à tel typologie de cible. Donc l'influenceur de qualité en général, il connaît ses abonnés, il connaît la typologie. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des âgés, quel type de catégorie socio-professionnelle? Donc il les connaît un petit peu sa cible. Donc du coup, c'est pour aller toucher directement. Et quand je disais tout à l'heure, pour les réseaux sociaux, c'est un autre canal. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait la publicité à la télévision. On dépensait 90 000 euros pour une pub à la télé, on se disait, j'ai touché 2,5 millions de personnes. Ouais, ok, peut-être que si je prends 3-4 influenceurs, je vais toucher 5-6 millions de personnes. Donc en fait, l'objectif, il est atteint de la même manière en faisant une publicité à la télévision qu'en allant en utilisant un influenceur. Par contre, il n'y a pas de vente directe. Ce qui compte en plus en communication, c'est la répétition. Il faut que le message soit répété plusieurs fois pour que la personne se dise à un moment donné, j'ai peut-être besoin de ce produit-là et je vais penser à ce produit-là à ce moment-là. Donc, le fait de travailler avec des influenceurs différents qui vont créer plusieurs contenus différents pour faire que tu vas être toujours présent sur la toile et donc tu vas créer cette fameuse répétition, en fait. Et c'est là où, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand tu publies 2, 3, 4 fois par semaine,
à un moment donné, même si tu crées le besoin, quoi, limite, hein. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas forcément le besoin à l'instant, demain, si tu as besoin d'une paire de couches, tu vas penser à Pampers, parce que tu les auras vus 4 fois dans la semaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et attention en même temps, parce que du coup, si du coup, t'as une répétition régulière importante, mais qu'avec du contenu qui me concerne pas et qui est invasive, tu peux te faire, moi, c'est même l'inverse, ouais, en fait. ouais. Ça peut me donner une image négative de l'entreprise. Donc, du coup, c'est toujours important de communiquer de manière récurrente et importante, mais auprès de qui, en fait? Et donc, de parler de vêtements de sport auprès de sportifs, par exemple, bah, ils sont super contents. Ils voient même pas ça comme de la publicité. Ils voient ça comme de l'information. Ah, tiens, il y a une nouvelle paire de baskets. Tiens, il y a un nouveau jogging ou il y a un nouveau matériel pour courir. Parce que lui, il est sportif et que ça l'intéresse, c'est même plus une publicité. Alors qu'une personne qui n'aime pas du tout l'automobile et qu'on lui passe des pubs de voitures ou des trucs sur les voitures non-stop, il se dit, mais en fait, laissez-moi tranquille. Moi, je suis happy, en fait. Tu parlais de qualité de contenu. Est-ce que tu as en tête, comme ça, une pub qui t'a marqué en particulier? Tu veux y aller? T'en as une ou... Vas-y. Moi, j'en ai une en tête qui me vient. J'en ai une aussi, vas-y. Moi, en fait, c'est l'image qui m'a vraiment fait me rendre compte que la publicité avait un impact très important. Je le savais déjà par rapport à mon métier, mais là, beaucoup plus de manière plus importante, c'est que j'ai un Intermarché à côté de chez moi. Ou pour moi, Intermarché, en fait, c'est le petit supermarché de banlieue, un peu sale, pas très bien foutu, etc. Et depuis qu'ils ont commencé à refaire, ils ont rénové un petit peu leur magasin et ils ont lancé une campagne de pub avec, du coup, pas expliquer ce qu'ils vendaient à l'intérieur, mais qu'est-ce que ça procurait en fait d'aller faire des courses et d'aller acheter des bons légumes et d'être avec des amis, rencontrer quelqu'un peut-être, et toute cette image et ces valeurs qu'ils portaient. Du coup, ça m'a donné une image totalement différente de la boîte. Et pour te dire que ça m'a donné envie de me dire, tiens, je vais aller acheter chez Intermarché, alors qu'avant, je n'y pensais pas. Et là, la publicité m'a fait me dire, ok. Pour toi, c'était la supérette, ouais. C'était la supérette, vraiment pour dépanner, cost, voilà. ouais. Et là, je me dis, en fait, c'est à côté de chez moi. Ils l'ont refaite, et puis on partage les mêmes valeurs. Ce serait cool d'y aller. Et en plus, je me rends compte que les prix sont à peu près les mêmes que là d'ailleurs. Et donc, du coup, je me suis mis à faire mes courses chez Intermarché. Et c'est la publicité. Et qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Dingue. Parce que du coup, l'image de marque de l'entreprise, en fait, a été changée par rapport à ce qu'ils ont communiqué. Ils ont fait tout un tas de séries de publicités avec des choses différentes, mais ils ont parlé surtout à aucun moment de leurs produits. Ils ont parlé en fait de toutes les valeurs qu'ils portaient et de ce qui se passait, les tranches de vie qui se passaient dans leur... Et ça, c'est génial. C'est Carter. Moi, du coup, j'en ai une. C'est la pub. Je sais pas si vous l'avez vu sur la nouvelle 911 est arrivée. Non. C'est la pub de Porsche, incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures pubs que j'ai jamais vues de ma vie. C'est fou. En fait, c'est pour. Il me semble que c'est pour la sortie de la nouvelle Porsche 911. Donc, il y a un modèle mythique de chez Porsche. Voilà, magnifique voiture. Et donc, c'est un texte. Et donc, il lit le texte qui raconte un peu l'histoire de la 911, etc. La première phrase, c'est la nouvelle 911 est arrivée. Donc, il dit la nouvelle 911 est arrivée, il déroule le texte. Et après, quand il arrive à la fin du texte, il repart à l'envers. Ouais. Et en fait, les deux, enfin, que taille à l'endroit ou à l'envers, ça fait sens. Extraordinaire. Et c'est dingue. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'était magnifique. Ouais. Et là, ce qui est gênant dans ce genre de publicité, c'est que du coup, tu t'en rappelles. Ah ouais, moi. Ça veut pas dire pour autant que tu vas acheter une 911, mais ça veut dire aussi que du coup. Bon, j'aimerais bien aussi, mais. Tu dois, ça me dérangerait pas. Mais la pub, elle a fait son job, quoi. Mais la pub, elle a fait son job. Ah ouais. Du coup, la marque Porsche et la 911, en fait, elle est restée dans ma tête parce que la pub est géniale. Mais tu sais, ça me fait penser à Burger King. Ouais. Burger King, moi, je le trouve extraordinaire. C'est vrai que Burger King, elles sont pas mal. Ils sont extraordinaires. Burger King, Ils c'est pas te mal. dégomment à chaque fois, McDo, en te disant, venez parmi les lions plutôt que d'être un clown, quoi. Tu vois, leur positionnement, c'est un peu celui-ci. Venez manger un burger parmi les lions plutôt que d'être entre les clowns, quoi. Et c'est vrai que ils ont fait leur travail. Auparavant, Burger King, c'était pas ou peu implanté en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un peu la ref, tu vois. Mais ils se nourrissent de cette concurrence avec McDo parce que les McDo et les Burger King sont toujours à côté. Je sais pas si vous avez remarqué. Ou en tout cas, jamais très loin. Donc ils aiment ça, en fait. Même McDo, ça leur sert au final. Oui, complètement. Est-ce que toi, dans ton quotidien, Kamel, est-ce que tu as justement mis en place des campagnes avec des entrepreneurs qui ont plutôt bien marché? Je sais que tu as des gros clients dans ton portefeuille. Est-ce que tu as des campagnes qui ont plus marché que d'autres? Des campagnes qui ont plus marché que d'autres. Alors moi, je suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que sur la promotion de sa marque, ou même de manière générale sur les réseaux, quand je mets ma tête sur un post, j'ai plus d'impressions. Ouais. Donc ça, c'est bizarre. Personnage. Donc on met des portraits, on met des personnages. Donc quand je mets ma photo de ma tête, bizarrement, j'ai plus d'impressions. Donc ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un impact réel, en tout cas pour LinkedIn, parce que c'est celui que j'utilise principalement aujourd'hui. Mais surtout, même sur Instagram, ça marche pareil. Ça, c'est partout. Comme quoi, donc première chose. Et du coup, quand je m'associe sur ma photo avec une autre personne qui elle aussi est connue, en fait, ça double en fait, ou ça triple voire en fait ma visibilité. Typiquement, on a reçu il y a pas très longtemps Paul Mirabel au Welcome pour son rodage pendant 4 jours. Du coup, il était super cool, il a accepté qu'on fasse une petite photo à la fin pour que j'ai un petit souvenir. Je me suis dit, tiens, je vais le poster pour le remercier et le taguer, etc. Et ben, en fait, ça a fait x4, c'est la plus grosse parution que j'ai fait sur mes réseaux, en fait. À aucun moment, j'ai parlé de mon produit. J'ai juste dit, en fait, que j'ai reçu Paul Mirabel au Welcome ce jour-là, en fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est le truc de, aussi, pas tout le temps parler de son produit et faire des trucs à côté. Typiquement, là, ça n'a rien à voir, mais
Ça a permis t'aurais aux pu gens, dire, j'ai un théâtre dans lequel voilà. j'accueille des rockstars, des, Voilà. Pas des besoin. mecs à la pointe et tout. Pas besoin. Ouais, parce qu'après, les T'as gens, affiché une ils vont photo. cliquer sur le profil, ils vont aller voir que, bah, t'as un théâtre, C'est etc., quoi le que tu fais des welcome spectacles. Exactement. Et voilà. Et j'ai vu, moi, du coup, sur mon LinkedIn, en fait, sur mon LinkedIn, sur mon site, en fait, que le jour où j'ai fait la publication, eh ben, j'ai eu une hausse de fréquentation sur mon site. Donc, en fait, le jour même, c'est-à-dire, j'ai eu, je sais pas, peut-être dans les 2-3 heures, 175, 200 likes à peu près dans les 2-3 heures. Et en fait, la visibilité sur mon site, elle a fait boum. Et que des nouveaux. Il nous arrivait exactement la même chose le jour où on est passé à BFM Business. Je crois qu'on est passé à 6h17. À 6h17, on passe. C'est extraordinaire parce qu'on a vu en fait le trafic sur le site internet de Sioux. Traditionnellement, on fait peut-être une trentaine de demandes par jour. Okay. Là, on arrive à 8h30 au bureau, on avait 84 demandes. Et ce qui était extraordinaire, c'est que on voit 6h17, 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 6h18, 18, 19, 19, 20. Et là, tu te dis waouh, en fait. Et t'as parlé de ta marque, mais d'une façon un peu différente. Exactement. Et c'est là où tu te rends compte de la puissance quelque part des réseaux sociaux, de la télévision, de la médias, presse, ouais, des médias médias en de fait. manière générale. Bah, c'est que d'être vu tout court. d'être vu. En fait, c'est la force d'être vu et Extraordinaire. d'être reconnu. C'est ça, en fait. Donc, t'en as qui sont plus ou moins puissants et plus ou moins chers. Donc, quand on parlait du plombier, justement, qui est à côté de chez lui, qui n'aura pas forcément le budget pour aller se faire une grosse campagne à la télévision sur BFM Business, ou qui n'a pas le moyen de faire appel à un influenceur pour lui derrière, directement, il y a d'autres outils qui comptent. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent, j'ai pas accès à ça, donc, je fais rien. En fait, il y a des centaines de choses Parce qu'ils prennent pour modèle. Parce qu'ils prennent pour modèle. Voilà. C'est mes influenceurs ou pas, entre guillemets, pardon, mais à Dubaï, où effectivement, on te montre qu'il faut faire des choses en grand. Mais non. Tu peux commencer peut-être. Commence à Il échelle, faut en fait. commencer petit. C'est même pas, tu peux, il faut. Il faut. T'as Sinon, pas tu vas te besoin casser de la louer gueule. une villa, si Ah tu bah non. veux, en Sardaigne, qui non. fait 300 mètres carrés, en louant la Lambo qui va devant, pour montrer que ton produit est une référence sur son marché, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et puis on a la preuve avec toi quand tu disais tout à l'heure, quand t'as démarré, t'avais pas des budgets mirobolants pour faire tes premières vidéos. J'avais zéro budget. Hein. Zéro C'était budget. gratuit, moi. J'ai démarré gratuitement. Et il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Comme quoi, en fait, le budget n'est pas forcément le plus important. C'est les idées ou les sujets que t'as abordés ou comment tu l'as fait ou le C'est rythme ça. que t'as fait, la rigueur, etc. qui fait que ça a fonctionné. Donc même un petit plombier qui démarre et qui n'a pas vraiment le budget pour le faire, en fait, il doit être visible. Clairement. Donc visible ou à la télé, ou les réseaux sociaux, ou en physique, ou dans des événements, ou dans des formations. Ou en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il sorte de chez lui et qu'il soit visible. Tu le vois C'est ça effectivement qui dans les compte. restaurants aujourd'hui, l'authenticité de la marque elle est vachement importante. Quand tu vas dans les backstage ou en coulisses où effectivement tu vois, ou même tu parles tout à l'heure du plombier, mais on peut penser à cette personne qui nettoie les toitures, c'est maintenant avec les drones où les mecs ils montent même plus sur les toitures. Bah, c'est vrai que le fait d'avoir ton drone, de le piloter à distance, tu fais des petites vidéos comme ça, tu fais quelques montages, c'est une façon aussi un peu différente, tu vois, de communiquer sur sa marque. Et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Donc l'authenticité aujourd'hui, peut-être qu'elle est encore plus importante que ce qu'elle n'a pu être auparavant parce que il y a tellement de contenu aujourd'hui que réussir à faire la différence, bah ouais, soit effectivement t'en mets plein les yeux et tu mets des paillettes, du champagne et tout ce qui va avec, soit au final t'es très authentique et tu vas montrer que tes produits, un fromager, c'est des produits authentiques parce que toi-même, tu as aujourd'hui comme ça par exemple je sais plus comment ça s'appelle, c'est un groupe de mecs en fait qui s'associent pour faire des repas dans des monastères et tout ça, c'est très authentique, très bon enfant et ainsi de suite. Et alors ils vont chercher la viande chez directement dans les étables, ils vont chercher le fromage et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a un côté authentique et ça a créé une grosse communauté. Et les gens en tout cas qui sont passionnés par ça aujourd'hui les suivent et c'est vrai que c'est vachement intéressant, quoi. Ouais, clairement. Donc, Après, sur l'authenticité, en fait, c'est très difficile aujourd'hui d'être authentique et de marketer son produit. Parce qu'on est en Occident, les gens sont habitués à avoir régulièrement de la publicité, des trucs sur les réseaux sociaux, on en voit partout et les gens maintenant sont habitués à se dire ça c'est un slogan, ça c'est marketing. Et du coup, l'authenticité, elle est très dure à avoir quand on veut communiquer de manière générale et que le bon moyen de le faire, à mon sens, c'est justement de ne pas parler du produit. Et c'est justement en parlant en fait de sa vision, de ses valeurs, de qui on est, de pourquoi on le fait, de quel problème on vient résoudre, où là justement en fait on parle d'authenticité. Parce que dès qu'on te dit achète mon produit, c'est le meilleur. Ah non, mais là. En fait, ça marche beaucoup moins. Ça marche beaucoup moins. Déjà, il faut le Ça marche tester pas. sur soi-même, en fait. Il faut se dire, est-ce que moi, si je me mets à la place de mon client, est-ce que j'achèterais mon produit? En tout cas, est-ce que ça me donnerait envie d'acheter mon produit? Bah, la plupart du temps, c'est non. Et c'est un peu pareil sur les réseaux. Faut se mettre à la place de son spectateur et se dire, ok, est-ce que moi, si je regardais cette vidéo et qu'elle passait dans mon fil d'actualité, est-ce que je la regarderais? Voilà. Faut se poser cette question-là. c'est pas évident.
C'est pas évident parce que c'est vrai que t'as envie de mettre du marketing et en même temps t'as besoin. T'as besoin. Faut vendre à un moment donné. Non, mais il faut le faire de temps en temps aussi. Hein. Ouais, Voilà, faut quand même parler de son produit. Pas tous les jours, mais peut-être quand même que un petit peu. Hein. Tu parlais tout à l'heure des contenus, tu publies 3-4 fois par semaine. Est-ce que justement il n'y a pas une sorte de règle à adopter là-dessus où je vais peut-être sur 3 contenus parler une fois de mon produit et parler peut-être une fois de mes valeurs, hein, qu'est-ce qui m'anime, ma mission, mon fameux why, tu vois, et une fois d'un sujet complètement différent sur lequel je vais peut-être être un peu plus léger, un peu plus fun, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah moi, ce que je conseille, c'est de diviser son contenu en 3 catégories. Donc moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode CAP. Donc pour croissance, autorité et personnel. Donc il y a 3 types de contenu. Le premier, c'est le type de contenu, le contenu de croissance. Donc ce contenu-là, ça va être faire des choses pas putaclic, mais en tout cas vraiment de parler de grands thèmes hyper intéressants qui vont permettre de toucher de nouvelles personnes. Deuxièmement, le contenu d'autorité. Donc le contenu d'autorité, ça va être parler de soi, qu'est-ce que tu as fait, qui te donne aujourd'hui de la légitimité à parler de ça, à parler de toi typiquement, tu as fait de l'assurance pendant 15 ans, aujourd'hui tu es légitime à monter une boîte d'assurance. Voilà. Et puis parle pas du personal branding. Non. De quoi? C'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. Okay. Et troisièmement, là, et troisièmement, le contenu personnel. Donc là, ça va justement, ça va partager un peu les backstage, les trucs sympas, partager sa vision, partager sa vision du monde, ses valeurs, etc. Donc ça va permettre au spectateur, de voir s'il partage la même vision du monde que nous, est-ce qu'il va s'attacher à nous, etc. Et ça permet de créer un vrai lien avec son spectateur. Donc en fait, il faut diviser ton contenu en 3 grandes catégories. Donc si tu postes 3 fois par semaine, tu vas faire une vidéo de croissance, une vidéo d'autorité, une vidéo personnelle. Si tu en postes 6, tu feras 2, etc. Moi, ce que je conseille en général, c'est de mettre la priorité sur le contenu de croissance, évidemment, parce que notre but, c'est de toucher de nouvelles personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient ce contenu-là d'autorité et surtout le contenu personnel. Et c'est une grosse erreur que la plupart des gens font. Ils se concentrent que sur le contenu de croissance, faire le plus de vues possible, gagner le plus d'abonnés possible. Et finalement, ils créent pas un vrai lien avec leurs abonnés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te parlais de taux d'engagement tout à l'heure, parce qu'il y a des gros influenceurs qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui se sont concentrés uniquement sur le contenu de croissance. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de vrai lien avec leurs abonnés. Ils n'ont pas partagé de contenu personnel, peut-être un petit peu de contenu d'autorité, ça ils le font un peu plus, mais le contenu personnel est hyper important. Ouais, complètement. Et c'est vrai que moi je fais 3-4 visios par jour en fait sur des personnes, des entrepreneurs qui me sollicitent, etc. Et en fait à chaque fois ils me disent la même chose. Ils me disent en fait moi je fais pas mal de visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai des likes, j'ai 1500, 2000, 3000, 10 000 abonnés, etc. Et quand je pose la question, ok, en chiffre d'affaires, ça se passe bien? Bah non, en fait, je galère. Et donc du coup ils mettent de l'énergie, du temps en fait à avoir des abonnés et des likes en se disant que c'est important, et c'est important. Mais d'ailleurs, en tant que transformation, en fait, ça transforme pas. Ouais. Et du coup, parce qu'ils ont dit focus sur les réseaux sociaux, et en fait, ça sert à rien. Puis c'est pas leur métier. Alors qu'ils devraient déléguer peut-être cette partie-là, se faire accompagner par une boîte, un prestataire extérieur, et se concentrer sur leur métier, qu'ils savent pour le coup bien faire. Vouloir effectivement s'improviser aussi parfois l'influenceur de sa propre marque, ça peut être aussi un danger parce que on parlait tout à l'heure de formation. Et puis ça prend du temps. Et ça prend énormément de temps. Mine de rien. Tu fais ça, tu peux pas te concentrer effectivement sur ce qui te fait rentrer de l'argent, quoi, et qui va te permettre de payer ton. Bah c'est cette vision de se dire en fait, je monte une boîte, donc pour me faire connaître, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah en fait, il y a les plus grosses boîtes du monde aujourd'hui en fait ont été créées. Il y avait pas de réseaux sociaux en fait. Et donc du coup, c'est les plus gros mastodontes. Tu prends le CAC 40, il y en a combien qui ont démarré à l'époque des réseaux sociaux? Mais c'est pas la même époque après, tu vois. C'est pas la même époque, mais du coup, c'est d'autres boîtes qui ont fait autrement en fait. Et l'humain reste l'humain. T'as toujours un émetteur, t'as toujours un récepteur, t'as toujours des besoins, t'as toujours des gens qui vont acheter. Et ça, depuis la nuit des temps, ça existait et ça existera demain pareil. Toi, sur l'activité que tu fais aujourd'hui, tu proposes de l'accompagnement à des entrepreneurs, mais clairement en fait, il y a un besoin. Donc du coup, tu arrives à répondre à ce besoin-là en fait. Donc si demain tu proposais un service où tu avais une lubie toi-même, tu disant bah écoute, je vais monter un nouveau concept où il y a personne qui en a besoin réellement, et je vais me dire en plus qu'il faut que je sois à fond sur les réseaux sociaux pour que tout le monde le sache derrière, et je vais me rendre compte que j'arrive pas à le vendre derrière, bah c'est peut-être que le problème c'est pas les réseaux sociaux, c'est que le problème en fait c'est qu'est-ce que tu as vendu au démarrage en fait, c'est quoi le projet au démarrage en fait. Et c'est ça l'erreur pour moi qu'il faut réussir dans la formation. Les deux sont importants pour moi parce que avoir un bon produit et être bien positionné mais sans pour autant le communiquer autour, ça restera comme bon produit, quoi. Et je pense que pour le coup, les réseaux sociaux, nous on est énormément présents sur les réseaux sociaux, qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur Instagram, vous avez raison, sur TikTok, parce qu'on a une innovation, on a un produit et pour le coup, on se dit ce serait dommage de pas le faire connaître. Et justement, on a trouvé que le canal aujourd'hui pour nous permettre de le faire connaître le plus facilement possible, c'était les réseaux sociaux. Voilà, il y a effectivement cette
cette ambiguïté de se dire où est-ce que je positionne mes priorités. Est-ce qu'effectivement je mets ma priorité sur la génération de contenu, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je me suis entouré pour aussi? Complètement. Et puis c'est justement comme tu disais tout à l'heure, c'est une question de stratégie aussi. C'est de se dire à un moment donné, en fait, c'est quoi ma boîte? Elle va devenir quoi ma boîte demain? Est-ce que je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce que je veux faire 1 million de chiffre d'affaires? Est-ce que je veux faire 10 millions? Est-ce que je veux construire une boîte à l'international? Et ben, du coup, les stratégies, les budgets et les canaux que tu vas utiliser ne vont pas être les mêmes en fonction de ton objectif in fine, en fait. Donc, si ton objectif, c'est de faire t'as créé ta propre boîte et te générer 8, 10 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que les réseaux sociaux peuvent t'aider à le faire. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus faciles à t'apporter et que tu pourrais faire autrement pour développer ces 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et que du coup, quand tu as le budget qui commence à rentrer, te dire, bah, écoute, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de gagner en visibilité, agrandir, accroître mes prospects. Et là, j'attaque les réseaux sociaux. Est-ce qu'on sent justement qu'il y a des changements aujourd'hui dans la façon de communiquer? Je sais que on parlait tout à l'heure des clubs d'affaires, on parlait des réseaux sociaux. Est-ce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une sorte de transfert qui est fait sur la façon dont on communiquait? TikTok, par exemple, auparavant, n'existait peu ou pas. Avant, c'était uniquement la référence, c'était Facebook. Ensuite, ça a été Instagram. Maintenant, on sent que ça a tendance un petit peu à partir un peu sur TikTok. Est-ce que vous sentez comme ça que la façon de faire de la promotion de sa marque, tu parlais tout à l'heure de la télévision, on voit, je crois que c'était LVMH, c'est LVMH qui a mis 450 millions d'euros là en ce moment sur les Jeux Olympiques. C'est énorme en termes de, mais ils sont positionnés effectivement sur la publicité télé. Ils sont partout, LVMH, partout, vous avez vu, c'est impressionnant. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une sorte de transfert sur l'outil pour communiquer, l'outil en vogue en ce moment? Ou est-ce qu'il n'y a pas de religion là-dessus? Vas-y, hein. Ou est-ce qu'il faut être présent un peu partout? Non, pour moi, faut être présent partout, mais je dirais qu'il faut quand même pour Snapchat, par exemple, est-ce qu'on va sur Snapchat ou pas du tout? Non, en fait, il faut se déterminer un domaine dans lequel on va être vraiment expert. Complètement d'accord. Typiquement, quel va être ton principal canal d'acquisition, pardon. Donc en fait, tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai envie d'être présent principalement sur les réseaux, à la télé, ou je sais pas, la presse spécialisée, dans la presse, etc. Une fois que tu as déterminé ça, tu vas te dire, ok, je vais être principalement présent là-dessus. Et après, oui, je peux essayer de faire un petit peu de contenu sur les réseaux, je peux faire quelques pubs à la télé, etc. Mais il faut avoir vraiment un domaine d'expertise, un canal principal de diffusion. Pour moi, c'est ça. Ouais, parce que du coup, c'est peut-être celui-là dans lequel il y a ta cible principale. Et pour faire ton chiffre d'affaires. Du coup, tous les canaux existent. Il n'y en a pas un mieux ou moins bien que l'autre. Ils ont tous des objectifs différents. On parlait tout à l'heure de LinkedIn, par exemple. Tu vas toucher beaucoup plus du professionnel sur LinkedIn que sur Facebook. Par contre, moi, quand je communique sur mon théâtre, je communique principalement sur Facebook et sur Instagram parce que je cherche à toucher les particuliers et une certaine tranche d'âge, etc. Moi, Instagram, TikTok, Snapchat, c'est pas trop ma cible. En fait, le canal, il est défini par ta cible. Exactement, en fait. Du coup, c'est un peu plus jeune que ce que Mais moi tu sais que, justement, sur TikTok, Instagram, etc., il y a beaucoup de personnes de 20, 30 ans, 40, 50 ans maintenant. Ouais, c'est pas que pour mais les déjà, jeunes. Tu vois, 20, 25, 30 ans, en fait, c'est même pas encore ma cible, moi, sur mon théâtre. Ouais. Ma cible, c'est plutôt 35, 40 et plus. Par rapport au Il y en a plein, pouvoir d'achat et puis, plein. voilà. Et ben, il y en a beaucoup, mais c'est pas la majorité encore aujourd'hui. Ouais. Je me rends compte que quand cette je communique. culture du théâtre, effectivement, pour y aller. Mais c'est vrai que, c'est plus des anciens, c'est vrai. plus Facebook, Instagram. Parce que c'est plus 35, 40 ans et plus qu'ils ont des habitudes d'utilisation de Facebook et Instagram aujourd'hui. Et donc, ils sont plus actifs, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. Même si leurs enfants, ou même eux, pour voir un petit peu ce qui se passe, sont aussi de la même manière sur d'autres typologies de réseaux. Mais pour moi, le bon canal, c'est celui qui correspond à ta cible, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des outils liés à l'IA pour la génération de contenu? Est-ce que vous utilisez pas? C'est une révolution. Je sais que on est en train de regarder, on est en veille aujourd'hui sur le sujet. Il y a il y a des IA aujourd'hui qui commencent à créer notamment des films. Je crois qu'il y a eu des courts-métrages qui sont sortis là-dessus. Création de contenu sur l'IA avec de la photo, oui, avec du contenu texte, oui, ChatGPT entre autres. Comment, votre avis là-dessus? Est-ce que l'entrepreneur doit se servir de ces outils-là? Si oui, lesquels? Attention peut-être aux limites, justement, de ces outils. Quel est votre avis là-dessus? Alors, l'IA est en train de révolutionner complètement la création de contenu. Moi, je le vois au quotidien. C'est absolument dingue les outils qui sont développés. Notamment, ne serait-ce que pour rédiger les scripts, il y a ChatGPT. Pour faire des visuels, t'as Midjourney qui est magnifique. Et puis même, pour la création de contenu plus spécifiquement, il y a même, alors moi, j'ai découvert un outil qui s'appelle Agen, en fait, qui permet de créer son clone virtuel. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as même plus besoin de tourner les vidéos. Tu n'as plus besoin de tourner. Non, en fait, tu t'enregistres devant ta caméra, comme ça, tu parles peut-être pendant 1 ou 2 minutes. Ça crée ton clone virtuel, et ton clone virtuel, après, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Donc, typiquement, là, t'as envie de tourner une vidéo, tu crées ton script. Le texte. En fait, tu peux créer des vidéos de manière 100% automatisée. Tu crées ton script à partir de ChatGPT. T'as ton clone virtuel que t'as créé sur Agen.
Après, tu vas sur un autre outil qui s'appelle Eleven Labs qui te permet de créer ta voix. Donc, tu peux copier ta propre voix. Ensuite, donc, tu donnes le texte à Eleven Labs. Il va te créer ton son avec ta voix. Lui, tu le mets sur iGen et il va faire parler ton clone virtuel à ta place. Donc, vraiment, Genre, le personnage, il bouge. Oui, il bouge et tout. Bah, pas avec les bras, hein. Mais en tout cas, il y a les lèvres qui bougent et c'est assez bluffant. Et c'est dingue. Ah oui, donc si tu veux faire comment ça s'appelle, un rush, un portrait, tu vas avoir donc jusque-là. Voilà, et c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Moi, j'ai testé. C'est bluffant. Bah, dans certains cas, ça se voit un petit peu que c'est fake, entre guillemets. Mais c'est impressionnant. Et je pense que dans les prochaines années qui vont arriver, on pourra vraiment créer du contenu. En fait, on n'aura même plus besoin de créer du contenu. On aura son clone virtuel, on le fera dire tout ce qu'on veut. Et il y a déjà des personnes qui font ça. Hein. Ça, faut le savoir. Moi, je connais des créateurs de contenu, quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui le font, qui sont 100% là-dessus. Ils créent même plus de vidéos. C'est fou. Ouais, excellent. Moi, je suis un fervent supporter de l'IA, justement. Je pense que c'est un outil qui va être extraordinaire. Il faut juste que ça reste un marteau, en fait. Et qu'un marteau, quand t'as un clou, il faut que ça reste un marteau. Moi, par exemple, quand j'accompagne des clients sur leur stratégie de communication, en général, je passais un jour et demi à faire de la recherche, de la réflexion, etc. Et du coup, depuis que j'utilise, moi, de l'IA, en fait, j'arrive à me rendre compte qu'en une journée et demie, j'arrive à le faire le boulot en 20 minutes. Et plus que ça, en fait, c'est que ça me permet il me donne jamais des choses nouvelles que je ne connais pas. Par contre, je connais tellement de choses que je ne suis pas capable, mon cerveau n'est pas capable de sortir l'information dont j'ai besoin à l'instant où j'en ai besoin pour mon client. Lui, en fait, l'IA, il me permet de me sortir tout le listing des choses que j'ai appris depuis très longtemps. Il me dit, ah, mais tiens, ce truc-là, c'est vrai, effectivement, ça pourrait super bien correspondre. Et je vais gagner un temps énorme, pour mes clients. Donc, du coup, l'IA, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Je facture pas moins cher, je facture toujours le même tarif. Par contre, j'amène une valeur ajoutée à mon client qui est beaucoup plus importante en termes de qualité. Et du coup, je l'utilise moi sur tout un tas de choses, mais je fais en sorte qu'elle reste toujours un marteau en fait. Je fais pas faire le job à ma place parce qu'en fait, il n'y arrive pas vraiment. Il a quand même besoin à un moment donné d'une analyse un peu plus pointue, un peu plus particulière, ou alors il faut que j'aille en profondeur. C'est-à-dire que je vais aller sur plusieurs petits sujets et lui poser plusieurs petites questions pour qu'il vienne me répondre sur plusieurs petits sujets pour construire la stratégie que je vais amener à mon client. Limite le considérer un peu comme un enfant sur lequel tu vas vraiment l'abreuver d'informations, de questions précises, parce que pour le coup, sinon le contenu qui va te sortir reste assez générique. Et là, pour le coup, tu te rends bien compte que ça perd un peu de sa qualité, quoi. Ouais. Mais c'est un gain de temps pas possible, Même pour la génération de photos ou d'images, tu vois, sur Photoshop, il y a un peu d'IA par exemple maintenant. Donc du coup, on passait beaucoup de temps nous avant, en fait, quand il manquait un petit peu de fond, à rajouter du fond au-dessus de la photo, etc. Maintenant, on va sur l'IA, on choisit notre zone, on fait IA, rajoute-moi du fond, poum, c'est fait en 5 minutes. Du coup, ça, c'est des choses en fait qui nous permettent de gagner du temps sur tous les jours. Mais il fera pas l'image à ta place, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça se voit encore un peu. Peut-être que demain, en fait, la techno va tellement grandir, tellement évoluer que ce sera parfait. Ça l'est pas encore aujourd'hui. Et même si c'est parfait demain, en fait, il y aura toujours un espèce d'esthétique où ce sera un peu comme le message marketing quand c'est trop marketé, ça manque d'authenticité. Bah, si on utilise trop d'IA, ça va manquer d'authenticité à un moment donné. Et du coup, le chemin, ce sera un peu. Mais faire attention parce qu'il y a plein de gens qui veulent trop déléguer et qui se disent, OK, maintenant, moi, je me forme même plus. C'est l'IA qui le fera à ma place. Et ça, c'est dangereux. Parce que toi, ça marche parce que t'as énormément de compétences derrière et tu peux sélectionner les bonnes informations. Mais quelqu'un, moi, typiquement, peut-être pas moi, mais en tout cas, une personne qui connaît vraiment rien du tout, l'IA va lui sortir les trucs, il va dire, je sais pas quoi choisir, moi j'en sais rien. Il saura même pas lui poser la question. Ouais, en plus il saura même pas lui poser les bonnes questions aussi. Exactement. Donc typiquement sur un métier comme le tien, sur l'assurance, tu pourrais demander à ChatGPT de lui dire en fait comment est-ce que je pourrais être totalement disruptif sur mon marché et lui donner en fait quels sont les grands acteurs, quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Il est capable de sortir quelque chose de très pertinent. Il va sortir des choses, des grosses banalités qui sont complètement hors sujet et pas utilisables, mais il va être pertinent sur certaines petites choses à utiliser. Par contre, il faut être capable de lui poser les bonnes questions. Exactement. Et quand tu connais le métier et que tu t'en sers comme un marteau, c'est ultra puissant en fait. Ouais, clairement, notamment sur la génération de scripts pour faire tes vidéos. Même si on parlait des missions tout à l'heure, si tu as un doute sur la façon dont tu vas formuler effectivement la chose, c'est vrai que on l'utilise nous régulièrement et c'est vrai que ça te fait gagner du temps énorme. Alors après, faut justement recruter des personnes aussi qui soient formées justement à ça, tu vois. Et c'est vrai que l'entrepreneur au quotidien, lui, il a déjà son quotidien qui est générer du chiffre d'affaires pour sa boîte. Alors en plus, s'il doit se former, c'est vrai que c'est pas tout le temps évident, quoi. Donc, après, t'es entrepreneur, c'est un job 24h/24. Hein, c'est compliqué. Un couteau suisse, quoi. C'est-à-dire être capable de faire du marketing, être capable de. En tout cas, au début. Boîte. Après, on peut le déléguer, mais au début, faut tout faire. Ouais, et puis au début, c'est possible, parce que tu as du temps, tu n'as pas beaucoup de clients. Et quand tu commences à avoir beaucoup de clients, tu commences à avoir du chiffre d'affaires. Donc quand tu as du chiffre d'affaires, tu vas pouvoir commencer à te mettre à déléguer. Donc en fait, c'est un faux problème en réalité. Plus vite, moi j'ai toujours en fait qu'il y a ce qu'on appelle l'engrenage. Moi en fait, c'est qu'il y a un espèce de cercle où c'est ta boîte et toi, quand tu es au milieu, tu pédales et tu as plein d'activités, plein de rôles à avoir, commercial, administratif, etc. Et tant que toi tu es au milieu en train de pédaler, tout ton engrenage en fait il tourne. Et là pour moi, tu travailles dans ton entreprise. Et pour moi, un bon entrepreneur, c'est quand il arrive à trouver le moyen
au bout d'un moment, de ne plus travailler dans l'entreprise, mais de travailler sur l'entreprise. Et donc, du coup, il est à l'extérieur de son cercle pour avoir une vision 360 de son activité et ne plus être en train d'être dans la production. Donc, utiliser ChatGPT, faire le marketing, faire la partie commerciale, pour moi, c'est pas vraiment forcément le rôle d'entrepreneur à partir du moment où il a une vraie vision et un objectif très précis. Il faut qu'il arrive à être le plus tôt possible. Et tu vois, la vision est vachement importante par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est effectivement, est-ce que je considère mon métier comme étant un entrepreneur dans lequel je vais remonter les manches et aller effectivement au charbon, ou est-ce que je veux faire de ma boîte une TPE, une PME dans lequel je vais être plus en gestion? Et c'est vrai que c'est un paradoxe parce que si toi-même tu t'es pas posé la question au début, c'est pas la même stratégie, tu vois. Ouais. Est-ce que je fais une levée de fonds? Est-ce que je fais pas de levée de fonds? Est-ce que je vais recruter? Est-ce que je vais déléguer? Est-ce que je suis capable de déléguer aussi, tu vois, derrière cette question? Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et ça demande un peu de recul de savoir quelle sera la boîte que j'ai envie de monter demain, tu vois. C'est quoi cette boîte? Après, déléguer, c'est le plus compliqué, hein, ce que j'ai vu. L'humain, c'est le plus dur. C'est super dur. C'est le plus dur. Ah ouais. C'est sûr. Ne serait-ce que, moi, pour ma part, c'est recruter des monteurs, par exemple, des monteurs vidéo, des trucs comme ça, c'est tellement compliqué. Et puis, une fois que t'en as trouvé un bon, au bout d'un moment, il te dit, bon, finalement, je vais arrêter, tac. Du coup, tu dois en retrouver un autre. C'est l'enfer. La question de la délocalisation. Horrible. Quand tu es entrepreneur, on parlait tout à l'heure du sujet qui était comment devenir l'influenceur de ma propre marque. Est-ce que je délègue à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà travaillé justement avec des boîtes à Bali ou à Dubaï ou autre? C'est quoi est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Est-ce qu'on peut Moi, j'ai déjà travaillé avec des personnes à l'étranger, pays de l'Est, même quelques Africains. Parce qu'en fait, les mecs, ils te contactent et ils te fournissent le même service pour moins cher. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'arrange, j'ai moins de coûts pour le même service, donc ça m'arrange. Mais non, en soi, j'ai pas travaillé avec énormément de personnes à l'étranger. Je travaille beaucoup avec des Français, moi. Moi, j'ai eu des expériences sur des choses très pointues. Par exemple, j'ai eu un client à un moment donné qui m'a donné une base de données de 10 000 photos de produits et qu'il fallait détourer sur fond blanc. Il y a une boîte en Inde qui m'a proposé un tarif défiant toute concurrence en le faisant en une semaine. J'ai pris le projet, je l'ai envoyé en Inde et en fait, ils m'ont détouré toutes les photos nickel. Extraordinaire. Voilà, et ça, en une semaine, c'était fait. Ça m'a coûté les yeux de la tête en France. Ouais. Et là, ça a été fait super propre, nickel. Donc, sur des choses très précises comme ça, j'ai déjà utilisé. J'ai eu des expériences aussi pour créer une application mobile à l'étranger, à Madagascar à l'époque. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Catastrophe. Catastrophe? Ah bon? C'était une catastrophe. Ah ouais, Madagascar, il y a des. Pas une catastrophe dans la technique, parce que techniquement parlant, voilà. ils savent faire. C'était une catastrophe dans la gestion du projet. Gestion du projet. Ça veut dire qu'en fait le projet il avançait pas. Les gars avec qui ils bossaient, ils étaient là des fois ils étaient pas là. Il y avait pas vraiment d'horaire. Ils travaillaient à la mission. C'était pas très bien cadré. La personne avec qui on échangeait parlait pas très bien français, donc on se comprenait pas toujours très bien, etc. En fait, c'est la gestion du projet en lui-même qui était une catastrophe. Alors que techniquement parlant, je suis sûr que les gars ils savent faire en fait. Le prix était tellement intéressant que tu dis je tente l'aventure. Et même pas, le prix n'était pas en plus si peu cher que ça. J'aurais préféré mettre les 20-30% de plus pour être livré en temps et en heure. Ouais, et puis après se pose la question aussi de la propriété de la donnée. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que t'es pas à l'abri, que demain tu lui demandes de développer une application mobile et que dans 3 ans ou dans 4 ans, tu revois ton app sortir sur le marché. Pareil en France. Hein ouais. Pareil en France. Même si, alors, avec des contrats, des NDA, des choses comme ça, tu peux peut-être plus ou moins te protéger quand même. Ouais, ce sera... Avec l'API, aujourd'hui, si tu déposes à l'INPI, par exemple, tu vas quand même pouvoir protéger ton appli. Demain, tu l'as fait délocaliser, t'es pas à l'abri que dans 4 ans, il y a un autre projet un peu identique au tien qui ressorte avec typiquement... Et tu peux rien faire. Le même encart à tel endroit. En fait, c'est mon logo, ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est vrai que t'es pas à l'abri, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, s'il sort le même produit, en fait, ce sera jamais la même chose en réalité. Parce que si l'entrepreneur, il porte son projet, en fait, il peut avoir un produit identique qui se crée. Mais si l'entrepreneur, en fait, il parle de son projet, il a une vision, il connaît son besoin, il sait comment répondre à son besoin, ce sera jamais la même boîte. Ce sera une boîte qui aura un produit similaire, mais ce sera jamais la même chose. Est-ce que Coca-Cola et Pepsi, c'est la même chose? Non. Est-ce que Peugeot et Citroën, c'est la même chose? Oui. Non. Ouais, mais ils prennent quand même des parts de marché. C'est pour ça qu'ils ont les deux marques, hein. C'est parce que c'est pas du tout la même chose. Et ils prennent des parts de marché, tu vois. Voilà, ils prennent des parts de marché. Ouais, mais est-ce qu'une boîte, elle est capable de prendre 100% des parts de marché? Et si tu veux prendre 100% des parts de marché sur un seul produit, est-ce que c'est pas une utopie? Mais c'est interdit, je crois, de toute façon, les monopoles. Déjà, en plus, c'est interdit. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, je vais prendre 5% des parts de marché sur mon activité au démarrage, et ensuite je vais créer d'autres services, d'autres activités qui vont me permettre de croître mon activité, peu importe le nombre de parts de marché. Il y a des boîtes, en fait, qui, elles, sont dans des envergures et des tailles tellement importantes que là, on parle de 1%, de 2% de parts de marché, ça représente des millions de chiffres d'affaires. Mais pour des TPE et des PME comme le nôtre, est-ce que vraiment c'est le sujet qu'on doit traiter? Pour moi, c'est beaucoup trop éloigné pour des petites structures comme la mienne, en tout cas. Ouais. Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est-à-dire que pour développer ta boîte, soit tu peux devenir effectivement un expert dans ton métier,
une référence, soit tu peux décider en fait de venir agglomérer quelque part des activités supplémentaires. C'est ça. peut être une façon. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai développé mes activités. J'ai mon métier principal qui était mon agence de com. Et en fait, si j'avais fait que mon agence de com depuis le début, bah, je pense que j'aurais déjà déposé le bilan depuis longtemps parce que j'ai eu des années extraordinaires et des années très compliquées. Mais comme j'ai monté mon resto et mon théâtre à côté, bah, du coup, quand l'activité de l'agence de com était un petit peu en berne pendant une période, bah, heureusement que j'avais le chiffre d'affaires de l'autre activité qui me permet au total continuer à vivre. Et c'est maintenant que j'ai les deux qui tournent bien que je me suis dit, tiens, je vais créer un troisième projet sur carrément autre chose. Et parce que j'ai les deux premières activités qui tournent déjà, en fait, qui me permettent de pouvoir investir sur un projet un peu plus ambitieux, un peu plus global. Et donc ça, en fait, c'était ma stratégie à moi. Il y en a qui vous diront, il faut être focus sur son truc, etc. Ouais. Moi, j'avais pas les moyens d'être focus. Ouais. À aller chercher des parts de marché, à devenir la référence. J'avais pas les moyens de faire ça. Donc, j'ai construit mes projets différemment. Voilà. De toute façon, chacun sa vision, encore une fois, et chacun ses envies. Toi, t'avais sûrement envie de développer un resto. Voilà, pourquoi ne pas le faire, en fait, complètement. Si on doit donner le mot de la fin, Quarter, sur, allez, justement, un conseil que tu peux donner aux entrepreneurs là qui nous écoutent aujourd'hui sur comment devenir donc l'influenceur de sa propre marque, l'erreur à ne pas commettre et justement le conseil que tu peux donner, même si tu en as déjà donné beaucoup tout à l'heure. Allez, une bouée à la mer, en tout cas une bouteille. Moi, il y a un conseil que je donne toujours qui est hyper bateau, hyper évident en fait quand je le dis, mais c'est lancez-vous. Simplement, enfin, je viens de dire, il y a pas de secret. Si tu ne tentes pas, si tu ne te lances pas, si tu commences pas à créer du contenu, bah t'auras pas de résultat. Tout comme si tu lances pas ta boîte, tu sauras pas si elle marchera. Si tu commences pas à faire un sport, tu sauras pas si tu seras bon dedans un jour ou l'autre. Donc vraiment se lancer, ne pas hésiter, ne pas écouter toutes les personnes qui disent que c'est impossible, que ça marchera pas, que c'est trop tard, etc. C'est encore le moment de se lancer. Oui, c'est de plus en plus difficile. Ça, je suis d'accord par contre. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, mais c'est largement possible aujourd'hui de développer une audience sur les réseaux, de pouvoir se faire connaître. Donc voilà, il faut vraiment se lancer, c'est la chose la plus importante. Et l'erreur à ne pas commettre, ça pour le coup pareil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout le temps parler de son produit, essayer de faire du contenu un petit peu différent, faire plus du contenu personnel par rapport à ce que je dis tout à l'heure sur la méthode CAP. Voilà, partager un petit peu les insights, qui on est, sa vision, ses valeurs. Bah, je partage parfaitement son intervention à ce niveau-là. Je rajouterais moi juste peut-être, faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition, pardon. Ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition parce que du coup, plus on voit grand en fait. Alors il y a une phrase qui dit toujours en fait, il faut viser la lune parce qu'au pire des cas en fait, on finit dans les étoiles. Et je pense que c'est vrai en fait. Et donc ne pas hésiter à avoir de l'ambition et de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on fait en fait. Il y en a qui se disent toujours bah je vais pas en parler parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée, mais en fait on est personne. Qui va piquer ton idée en fait? Commence, bosse et tu verras que tu feras la différence. Parle-en au maximum, fais-le savoir au maximum de monde, monte ta valeur ajoutée, monte ton facteur différenciant, parle-en le plus possible et tu verras en fait s'il y en a qui te copient en fait, bah c'est génial, ça veut dire que t'es inspirant, ça veut dire que t'es dans le droit chemin, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont concrètes et que tu peux les faire et si t'as une vraie valeur ajoutée, ça va t'amener du plus. Alors, n'aie pas peur d'en parler et garde tes secrets ce que j'allais dire. En fait, moi, tes secrets industriels, mais parle-en au maximum. Ce que en fait, pour moi, faut en parler, mais qu'une fois que t'as commencé à lancer le truc quand même. Parce que si tu parles de tes projets, de tes idées, c'est-à-dire que c'est chaud là. Si t'en parles dès le début, c'est ça. Au moment où tu es en train de lancer ton mode test, là effectivement, t'es pas à l'abri que demain il y a un gros qui te prenne l'idée et qu'il aille de la développer, sachant qu'il a des moyens financiers bien plus importants que les tiens. Il y a plein de un an, 2 ans de lancement, là pour le coup, maintenant accélère quoi. Et on a une chance, c'est qu'effectivement les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de faire connaître notre produit rapidement et au monde entier quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque des hirondelles et des cartes postales quoi. Aujourd'hui, tu peux être en France et puis trouver ton marché en Afrique, trouver ton marché aux États-Unis, en Inde et je vois ça moi comme une opportunité. Oui, il y a énormément de concurrence, mais on a une putain d'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'aller toucher des clients qui sont à l'autre bout de la terre. Et puis, avec des moyens de livraison aujourd'hui, avec FedEx, d'autres qui te permettent d'envoyer des produits partout dans le monde. Donc, en tout cas, voilà. Je pense qu'on peut s'entendre sur le côté positif. Donc, aujourd'hui, beaucoup de concurrence, mais devenir l'influenceur de sa propre marque, c'est clairement un sujet qui est passionnant. Et s'il y a des questions, je pense que... Attends, mais t'as pas dit toi ton dernier conseil. Mon dernier conseil, moi, c'est, pour revenir en fait sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je vois pas ça comme une crainte. Je pense qu'il faut savoir profiter justement de l'opportunité aujourd'hui que nous offrent les médias. Il y a différents moyens effectivement d'y aller. Je pense qu'il faut savoir y aller progressivement, mais là où je te rejoins, c'est que c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs.
Et derrière, petit à petit, fais ta marque, construis ton produit, fais-toi ta communauté, mets un petit peu de budget, tu vois, teste, vois. Mais je crois que c'est Eric Ward qui disait ça dans un de ses bouquins qui s'appelait GoPro, qui disait teste et à chaque fois améliore. Oui. Teste, améliore, améliore. Mais à chaque fois, il faut tester et améliorer. Et c'est comme ça que tu vas réussir à faire germer ton idée qui va devenir après un projet. Et puis pourquoi pas, effectivement, demain une belle pépite. Et en tout cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. En tout cas, merci Quarter. Merci pour Kamel, l'invitation, c'était pour ce super podcast. sympa. C'était super sympa. Merci. J'espère que ça a plu aux gens. Bah, on verra bien. On verra verra bien. ça, oui. En tout cas, on a été sincères dans nos propos, donc Ouais, on exactement. verra ce que ça donnera.